Enjeux de recrutement, formation professionnelle, dialogue social ou encore santé au travail, les missions des professionnels des ressources humaines sont, comme vous le savez, extrêmement variées. Et c'est sans compter le contexte actuel qui rend tous ces sujets plus passionnants que jamais. L'occasion était donc toute trouvée de vous proposer ici d'aborder les principaux sujets d'actualité RH du moment. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Richard, DRH et présidente de l'ANDRH que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Bienvenue sur l'Instant T, le podcast dédié aux mutations du monde du travail. Je suis Guillaume Couder, entrepreneur, influenceur, slasher et surtout passionné de thématiques RH depuis plus de 10 ans. Travail hybride, marque employeur, compétences, quête de sens, l'Instant T décrypte à travers chaque épisode les dernières tendances et enjeux autour du développement des talents. Accompagné d'un thé ou d'un café, prenez une pause et laissez-vous emporter par les retours d'expérience et les témoignages de mes invités en collaboration avec HultEF Corporate Education, dont l'ambition est d'accompagner et de former les professionnels dans le développement des compétences indispensables au monde de demain. Une occasion de prendre de la hauteur et de vous inspirer. Bonjour Audrey. Bonjour Guillaume. Je suis vraiment super content d'être avec toi aujourd'hui pour parler d'un sujet, un petit sujet revue de presse RH. On va faire un peu un état des lieux du domaine RH actuellement, si tu le veux bien. Mais peut-être en Avec quelques mots, plaisir. est-ce que tu pourrais déjà te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices ? Bien sûr. Donc moi, je suis Audrey Richard. Je suis la DRH du groupe UP et en même temps la présidente bénévole de l'ANDRH. C'est l'Association nationale des DRH ou de la famille RH, en tout cas, et qui rassemble beaucoup d'adhérents. On est 5588 précisément. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'à nous tous, on représente un peu plus de 12 millions de salariés. Je dirais 80% du monde privé, 20% du monde public. Et l'ensemble de ce collectif se retrouve régulièrement dans 70 groupes locaux. Donc, on est sur l'ensemble du territoire national et on colle et on est représentatif du tissu économique. Et donc voilà le collectif de la LNDRH. C'est cool en tout cas, j'aime bien cette notion de famille RH. On enregistre en famille du coup aujourd'hui et j'aimerais bien qu'on aborde ce sujet justement d'un peu d'état des lieux RH, de revue de presse RH à travers 4 sujets. Le premier sujet, c'est celui de l'emploi. Le deuxième, celui de la formation et de la reconversion. Le troisième, celui du dialogue social. Et enfin, pour terminer en beauté, j'allais dire celui de la santé au travail et de la santé mentale, qui est évidemment un vrai sujet, qui est une vraie préoccupation actuellement dans le domaine RH. Alors, si tu veux bien, on va commencer par le sujet emploi, Audrey. C'est vrai qu'actuellement, on fait face à une véritable pénurie de main-d'œuvre. C'est un défi majeur pour pas mal d'entreprises. Et quelles sont donc les stratégies que les DRH peuvent adopter, selon toi, pour attirer et fidéliser, ou travailler en tout cas sur ce sujet de la rétention des talents ? Oui, c'est vrai que ce sujet, finalement, sur ce sujet, on est tous concernés. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ça se passe, cette problématique, on la rencontre sur l'ensemble du territoire, on la rencontre sur l'ensemble des secteurs, ainsi que sur l'ensemble des métiers. Donc, on est tous concernés par la recherche de compétences. Donc, on se pose tous la question de pourquoi à ce moment-là, pour quelles raisons, où sont les compétences. Bref, il n'en est pas moins que nous, dans nos politiques RH, stratégies RH, on s'est beaucoup posé sur cette question. Et quand on regarde, ou en tout cas quand on écoute les salariés qui sont en recherche d'emploi, donc les candidats, ou même les salariés qui sont dans l'entreprise, ce qui va compter en numéro 1, et c'est important de le dire parce que souvent, il y a des informations contraires, mais ce qui va compter vraiment en numéro 1, ça va être le package. Ça va pas être la flexibilité, le télétravail, comme on entend parler de cela aujourd'hui. Le numéro 1, c'est bien le package. Est-ce qu'on est en termes de rémunération au niveau du marché ? Une fois qu'on a réglé cette problématique de oui, on est au marché, alors bien évidemment, il est intéressant de travailler sur une politique RH attractive qui va proposer de la flexibilité. Là, on peut arriver évidemment sur le télétravail,
Maintenant, il faut quand même avoir en tête que on est en France sur à peu près un quart de métiers qui sont télétravaillables. Donc, il y a quand même tous les autres qui sont non télétravaillables. Mais Ouais, bon, ça fait beaucoup en dans fait, les on s'en rend pas annonces, compte. voilà. Exactement. On parle tout le temps de télétravail, mais en réalité, il y a plein de métiers qui sont non télétravaillables. Mmh. Donc, le package, ensuite, évidemment, de la flexibilité quand même. Donc, télétravail ou d'autres modes d'organisation. On pourra peut-être y revenir par la suite. Les congés illimités? Je sais pas, on Alors en parle voilà, de il y a temps en des temps. entreprises qui ont, ouais, ouais, il y a des entreprises qui ont opté pour, bah voilà, vous gérez au niveau de vos congés. Bah, ça se voit, ça se développe, mais on voit surtout que des entreprises Mmh. testent des choses pour être attractives. Donc, donc voilà. Et évidemment qu'en termes de politique RH, un candidat, il va avoir plus envie d'aller vers une entreprise qui s'investit sur la transition environnementale. Ouais. Évidemment que ça va être attirant pour Ça, c'est une réalité, tu nos t'en rends jeunes. compte, en tant que DRH ou en discutant avec les adhérents? C'est une réalité, mais il faut juste pas se tromper de priorité. Et vraiment, je Mmh. le redis, la priorité numéro une, c'est bien le package et le niveau de rémunération et OK. avantages, en fait, en gros. Donc, Mmh. donc c'est très, très important, à mon sens, d'avoir cela en tête. Ouais. Et ce qui va compter aussi, c'est tous les moments importants de la vie dans l'entreprise. Je pense que nous RH, et je fais partie aussi avec mon équipe, hein, c'est la même problématique pour nous. Je pense qu'il est intéressant de se questionner sur est-ce qu'on est totalement exemplaire dans tous nos process RH. Je prends des exemples. Au niveau du recrutement, est-ce que on répond à chaque personne qui va nous écrire en nous proposant son dossier, sa candidature? Oui, non. Ouais. Bah, je conseille de le faire et dans 100% des cas. Est-ce que dans la partie intégration, le salarié arrive, il a déjà son ordinateur, sa petite carte de visite éventuellement, son petit tote bag avec les éléments de marque employeur. Est-ce que ça, c'est déjà préparé, etc. Et tous les moments forts de la vie de l'entreprise, est-ce qu'ils sont totalement bien clean et bien faits? Je prends un autre exemple sur les congés. Est-ce que pour déposer des congés, il faut faire, aller dans telle appli, cliquer ici, puis là, ou est-ce que en 2 clics, c'est fait? Voilà. On lui simplifie la vie en fait. Oui, parce que le salarié, il est, citoyen, il est Mmh. consommateur. Aujourd'hui, c'est très facile d'aller, et en deux clics, on a, déjà de la visibilité sur, un bien, ça arrive à la maison, le lendemain. Mmh. Voilà, bah, en entreprise, on s'attend à ce que ça soit aussi, fluide, flexible, Ouais. simple. Donc on a encore du boulot parce que, dans les outils RH, dans les process RH, à mon sens, il y a encore des choses à faire évoluer pour nos salariés. Ouais, j'aime beaucoup cette logique justement un peu d'accompagnement, de prendre par la main les candidats et les salariés lorsqu'ils sont en poste ensuite, de les chouchouter en fait. On leur crée un environnement de travail propice à leur épanouissement, c'est un peu ça en fait l'idée. C'est exactement ça, ou en tout cas les salariés attendent ça. Ouais. Après, évidemment, on est sur le principe de réalité des Ouais. équipes managériales, des équipes RH. Donc on a tous à progresser aussi collectivement. La Mmh. NDRH, l'association, c'est aussi son objectif Mmh. d'aider de façon opérationnelle les RH sur le terrain, de leur simplifier la vie avec des mémos synthétiques, une explication de la loi, avec un dossier de fond sur tel et tel sujet qu'on retrouve dans le magazine ou qu'on peut écouter en podcast, comme on fait Ouais, là, ou aussi. en webinar avec les spécialistes. Voilà, un des objectifs, ou en tout cas l'objectif premier de l'association, c'est bien ça, hein, c'est Ouais. d'aider le RH dans son job au quotidien. Ah bah, en tout cas, c'est canon de savoir, qu'en tant que DRH, on peut disposer de toutes ces ressources. C'est vraiment intéressant. Moi, j'avais une petite question alors, sur un sujet spécifique que d'ailleurs j'ai abordé la semaine dernière en formation, ou en tout cas une DRH a abordé ce sujet volontairement en formation. Elle m'a dit: «C'est vrai qu'on parle beaucoup de jeunes diplômés, mais on se concentre finalement assez peu sur les seniors». Alors que les seniors, on peut aussi les recruter, il y en a beaucoup qui sont en recherche d'emploi. Comment on peut encourager en tant que DRH cette pratique de recruter des seniors, travailler sa marque employeur pour attirer spécifiquement ces profils-là? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place?
Alors, là, je vais reprendre ma casquette ANDRH parce que l'association, depuis plusieurs années, parle des seniors Oui. et vraiment met le doigt sur ce paradoxe qui dit, d'un côté, on a une pénurie de main-d'œuvre et de l'autre, on a des seniors en recherche d'emploi. Donc, un paradoxe juste énorme. Mmh. Il y a de la compétence. Ouais. Et par ailleurs, quand on va aller questionner, les entreprises sur les seniors, sur leurs peurs, leurs craintes ou quand on va aller questionner les seniors eux-mêmes et je vous invite vraiment à regarder, il y a Alternego qui a fait une étude, qui a interrogé, 10 000 salariés et salariés seniors, Mmh. en entreprise et ce qui ressort est extrêmement intéressant, je trouve, où là, on voit que le senior dit que, bah, en fait, il est, carrément, engagé, toujours, qu'il a plus de temps et plus de disponibilité, mentale ou de disponibilité tout court parce qu'il a réglé un certain nombre, il a plus d'enfants, Ouais. à gérer, en bas âge et cetera et que donc, contrairement à ce que certains peuvent dire, penser, bah, le senior, il est là, il est ultra motivé, hyper engagé, il a réglé un certain nombre de sujets les plus disponibles Ouais, plus et de donc, motivation et moins de charge mentale, en fait, c'est un peu ce que tu nous dis là? exactement, Mmh. exactement et donc, bah, allons-y et Mmh. justement, bah, pas plus tard que la semaine dernière, on a, travaillé, avec tout ce collectif de RH sur un plaidoyer parce que finalement, on parle de la problématique des seniors en France, de Ouais. l'emploi des seniors. Il faut quand même se dire que sur le taux d'emploi, on est vraiment mauvais. On est, en dessous de la moyenne européenne en termes de taux d'emploi. C'est juste pas normal. Mmh. Pourquoi d'autres pays arrivent mieux que nous? Voilà, donc on peut tout à fait faire mieux. Et donc on a été et on a écrit, on a voulu aller un petit peu plus loin dans le débat autour de l'emploi des seniors et on a travaillé sur un plaidoyer Ouais. autour de l'emploi des seniors en disant, bah, en fait, euh, tout à l'heure, tu parlais des jeunes. Euh, il y a quelques années, on avait une problématique sur les jeunes professionnels et on s'est tous mobilisés. Le gouvernement, les entreprises, les DRH particulièrement se sont mobilisés. Il y a eu un plan, un jeune, une solution. Ouais. Et ça a vraiment marché, ça a fonctionné. Et donc nous on dit, bah, peut-être qu'il faut imaginer un plan, un senior, une solution avec et dedans, on ne demande pas d'exonération particulièrement. Dedans, tout on peut construire sur la base d'idées autour par exemple, essayer d'inventer une sorte de CDI, qui se terminerait une fois que le senior a atteint sa retraite à taux plein. Par exemple, on a parlé d'index senior qui l'idée, c'était pas que ça soit punitif, l'idée, c'était de faire de l'information Mmh. sur le sujet de l'emploi des seniors, on forme comment les seniors, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur le sujet. Voilà, juste, bah, mettons-nous tous autour de la table, allons-y. Ouais, hein, c'est intéressant en tout cas de se baser sur un système qui fonctionne pour les jeunes, un jeune, une solution et Voilà, voilà, pourquoi tout pas à étendre le fait. concept effectivement sur un C'est mode, ça, un senior, une solution. On trouve des par solutions exemple. concrètes, hein. Merci Audrey, super intéressant en tout cas. Est-ce que sur ce volet spécifique emploi, tu vois d'autres tendances ou d'autres défis un peu majeurs, que les DRH devraient avoir à l'esprit en ce moment? Alors oui, il y a vraiment un point d'actualité en ce moment, c'est tout le travail qui est en train d'être fait pour transformer Pôle emploi en France Travail. Et Mmh. justement, nous, on a été creuser le sujet en allant voir nos DRH en disant, bah, finalement, quelles sont vos attentes sur le sujet. Et il y a trois éléments majeurs qui ressortaient. Le numéro un, c'est le fait de dire, bah, France Travail doit développer son offre de services pour recruter plus simplement. Mmh. Et donc, l'accent a été mis sur l'offre de services parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que Pôle emploi a une offre de services très développée
Ouais, Mais nous, sur le terrain, bah, finalement, on s'est rendu compte qu'on ne connaissait pas. Et aujourd'hui, quand on est en recherche d'emploi, le premier réflexe, c'est pas d'aller, toquer à la porte de, Pôle emploi: «Aidez-nous à recruter». Bah, non, en fait, ouais, malheureusement, aujourd'hui en France, c'est plus ça qui se passe. Notre premier réflexe, ça va être d'aller sur LinkedIn ou de faire appel à notre réseau. ouais. Donc il y a quelque chose à transformer parce que là, il y a quand même un outil majeur, donc on a des attentes fortes. Donc le premier, c'est développer l'offre de service, la faire connaître aux acteurs de l'emploi en France. La deuxième attente, elle porte sur le fait de monter des outils ou de proposer des outils informatiques communs Ouais, qui vont rassembler tous les acteurs de l'emploi, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. OK. D'accord. Et la troisième attente porte sur l'accès à la formation, où là, les DRH disent, bon, bah, en fait, donnez-nous l'accès à de la formation, ou pour les demandeurs d'emploi, bien sûr, euh, en lien avec les besoins de l'entreprise, ça paraît logique, mais formés où on a des besoins, nous. Donc c'est un enjeu majeur Ouais. et c'est un point d'actualité puisque c'est en pleine France Travail va être créé le 1er janvier 2024. Ouais, ouais, donc l'échéance là arrive très rapidement. Bah, écoute, en tout cas, on Oui, souhaite qu'effectivement ça évolue plutôt dans ce sens-là. Tu viens de parler de formation, Audrey, justement, c'est notre deuxième sujet sur cette revue de presse RH. Alors la formation et la reconversion, hein, d'ailleurs, sont des sujets clairement essentiels pour que les employés puissent s'adapter aux évolutions actuelles du marché du travail. On a parlé de télétravail, mais l'évolution du marché du travail, évidemment, ça ne se résume pas qu'à ça. Comment est-ce que les entreprises peuvent mettre en place des programmes efficaces de formation et de reconversion? Comment est-ce qu'on s'y prend en tant que DRH pour monter justement un programme de formation, un programme de reconversion? bah, comment on s'y prend, hein? C'est évidemment en lien avec, les managers avec lesquels on travaille, puisque ce sont eux qui connaissent leur métier et qui peuvent nous dire: «Eh bien, mon métier évolue de cette façon, de cette façon, de cette façon». Donc évidemment qu'il y a les opérationnels. Mais Ouais, après, le DRH, il faut qu'il ait un coup d'avance. Il faut qu'il connaisse les métiers et il faut qu'il ait ce coup d'avance de prospective. Donc pour faire ça, il faut aller lire, il faut aller, assister à des conférences, il me semble en tout cas. faut être curieux en fait. Il faut être curieux et aller chercher l'information de ce qui se passe en France, de ce qui se passe en Europe, pour pouvoir aider l'opérationnel qui parfois est un petit peu, seul ou un petit peu isolé. Mmh. Donc il y a ce travail-là à faire pour être dans l'anticipation. Nous, côté RH, on le fait sur les métiers RH. Avec la NDRH, on travaille sur, bah, c'est quoi le monde du travail de demain dans nos métiers, l'impact de l'IA, l'impact du métaverse, et donc on va tester des choses, peut-être, inutilement, peut-être pas. Ouais. Donc ça, c'est je dirais que c'est j'en profite aussi, hein, pour aussi indiquer ce que fait la NDRH et la NDRH travaille aussi sur ces sujets de prospective. Mais pour revenir à tes sujets de formation, ce qu'on voit aujourd'hui, hein, dans le contexte actuel de recherche de compétences et de pénurie, on voit de plus en plus d'entreprises qui, vu qu'elles ne trouvent pas en externe, eh bien, elles se concentrent sur leurs people en interne et vont aller davantage sur de la formation interne et de la reconversion. D'accord. Et moi, je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet d'investir sur nos people Ouais. et aussi de proposer du parcours professionnel à des personnes qui n'attendent que ça, en fait. Ouais. Et ça, c'est une vraie Et tendance, hein, c'est ce que tu constates. Plutôt que d'aller c'est recruter à ce qu'on l'externe, on va faire constate. évoluer les ressources en interne. C'est ce qu'on constate. Mmh. Et après, le sujet de la formation qui s'est énormément digitalisé Mmh. après le Covid, on Ouais. a tous transformé notre formation en formation digitale. Donc ça a énormément évolué et donc c'est plus facile quand même de se former. Hem Et le message, vraiment la formation, c'est tout au long de sa carrière parce que, c'est un les métiers changent tellement que, si on fait un si on s'arrête de se former, de lire, de se renseigner, d'être curieux comme tu le soulignais, eh bien, je pense qu'on peut perdre ses av ou en tout cas ne pas faire évoluer ses compétences et je trouve Ouais. que c'est dommage.
Alors justement, tu viens aussi de toucher du doigt le fait qu'on se formait de plus en plus en ligne, hein, surtout post-Covid. Est-ce que ça prend bien ça? Est-ce que les salariés sont suffisamment motivés justement à s'inscrire sur une plateforme et à se former en ligne via des dispositifs type e-learning, etc.? Je pense que la formation, c'est une histoire de responsabilité partagée aussi. Hmm. C'est aussi aux salariés de, se prendre en main pour aller se former. Ouais. L'entreprise lui donne les moyens, lui donne le temps sur son temps de travail. Donc c'est aussi à lui de faire cet effort-là, parce qu'évidemment que c'est un effort de se former. Mais en tout cas, c'est plus facile aujourd'hui avec des outils digitaux qu'hier quand, fallait déclencher une formation et cetera. Ouais. Après, ce qu'on voit quand même, c'est que les formations, ça dépend du sujet de formation et parfois des formations, elles sont mixées, avec des intervenants, sur certains modules ou parfois la formation, elle nécessite pour apprendre des gestes métiers, elle nécessite de le faire en vrai. Hmm. Mais voilà, après, ça a tellement évolué et ça va évoluer encore énormément. Tout à l'heure, on parlait d'intelligence artificielle ou voilà, il y a des formations qui se développent de plus en plus où on met un casque virtuel Ouais. et où là, on capte vraiment beaucoup plus de choses. Voilà, moi, je peux juste donner un exemple. Nous, on l'a fait chez Up pour parler de handicap. Hmm. Eh bien, je trouve que le casque virtuel met vraiment en situation pour comprendre davantage que voilà, quand on fait une sensibilisation autour du handicap, on comprend davantage la problématique à travers un outil digital. Ouais. Après, pour d'autres métiers, ça va pas du tout être adapté. Oui, aussi. Ouais, c'est intéressant ce cas justement d'application que tu as eu au groupe Up, c'est toujours d'être curieux en fait des nouvelles technologies, de ce qui est le plus efficace en fait pour former les collaborateurs et les collaboratrices et leur permettre une reconversion optimisée. Bon, bah c'est très cool en tout cas sur ce deuxième volet de la formation et de la reconversion. Je sais pas si Audrey, tu avais d'autres choses à ajouter avant que je passe à un troisième sujet, à savoir celui du dialogue social. Non, allons-y sur le dialogue Allez, social, on fonce sur le c'est dialogue un social. sujet Ça, c'est un important. bon sujet aussi, hein. Alors, je crois savoir qu'aujourd'hui, un RH sur 2 considère qu'il faut mieux communiquer en interne à ce sujet. Est-ce que déjà tu peux nous redéfinir ce qu'est le dialogue social, Audrey? En quoi ça consiste le dialogue social? Parce que bon, Ah, c'est quand c'est même un un terme un peu challenge, hein. pompeux, hein. C'est J'aime un bien les challenges. challenge, mais le dialogue social est majeur en entreprise. C'est le développement d'une politique sociale avec nos partenaires sociaux. Mmh. C'est comment j'arrive à travers l'écoute de ce qu'attendent les salariés qui sont remontés par les partenaires sociaux qui sont à nos côtés dans nos entreprises, comment grâce à ces remontées-là, moi RH, je vais faire évoluer ma politique, Mmh. sachant qu'évidemment le RH a aussi ses remontées. Mais ça, avec les partenaires sociaux, ça nous donne une autre vision, une autre appréhension des sujets. Mais ce qui va être important et ce qu'on a remarqué depuis ces dernières années, alors à travers la NDRH, à travers nos échanges qui sont quotidiens avec les RH, c'est que le dialogue social de proximité, c'était celui qui fonctionnait le mieux. Parce que quand on a une problématique terrain et qu'on échange avec nos représentants des organisations syndicales, nos délégués syndicaux, pour avancer sur tel sujet d'une négociation, etc., eh bien, ils connaissent les problématiques, les contraintes économiques, sociales, business du Ouais. terrain, et nous aussi. Et donc, ce dialogue social va fonctionner et va être beaucoup plus adapté. Et les solutions, on va les trouver ensemble, en fait. Et on les Ouais. trouve ensemble. Et il n'y a jamais eu autant d'accords signés dans les entreprises que depuis ces dernières années. Donc, Mmh. voilà, ce dialogue est très important. Mais en Ouais. revanche, ce que tu disais tout à l'heure sur la communication, ça c'est vrai qu'on a remarqué aussi que parfois, dans nos entreprises, on négocie un accord et puis bon, ça y est, c'est fini, allez, on le met en place. Mais on s'est rendu compte que, en fait, beaucoup de salariés n'ont pas forcément la connaissance de ce qui vient d'être négocié. Mmh. Donc une fois qu'on a fini de négocier un accord, il y a toute une phase qui est le plan de com. Ouais. On va faire quel plan de com?
sur l'accord handicap qu'on vient de signer, l'accord sur les salariés aidants, l'accord sur la NAO. Alors la NAO, ça va plus vite, hein. Les augmentations de salaire, ça va plus vite comme dans Ouais. l'information. Mais la communication permet de faire connaître les dispositifs qui viennent d'être négociés, permettent d'informer sur les décisions prises, permettent aussi de faire connaître le rôle des élus, des négociateurs avec nous. Donc, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant de parler de cet après-accord. Alors sur le sujet de dialogue social, hein, qui est un sujet quand même assez sympa, je t'avoue que je pourrais en parler des heures, mais j'ai juste une petite question, c'est quelle posture en tant que DRH on se doit d'avoir sur le sujet? C'est une question intéressante et dans la mesure où le DRH fait au quotidien du dialogue social avec ses partenaires sociaux. C'est vraiment une activité quotidienne de notre job. Et je dirais que pour répondre à ta question, que ce qui va, à mon sens, compter le plus, ça va être l'écoute. Mmh. Ça va être l'écoute des remontées de nos partenaires sociaux Ouais. en essayant, et c'est vraiment pas facile en fait, hein, c'est évident, mais en essayant d'être le plus neutre dans je reçois l'information et j'essaye de comprendre pourquoi elle vient, alors que il serait facile de dire non mais ça c'est juste pas possible, on peut pas le mettre en place, etc. Mais Mmh. si c'est remonté, ça veut dire que le terrain et les salariés attendent ça. Et Mmh. donc c'est l'écoute. Et après, il y a le principe de réalité. Est-ce Ouais. que c'est possible de mettre en place ou d'avancer vers cela? Est-ce que ça va pas trop loin? Est-ce que ça va pas mettre à risque le business, la ligne économique de mon entreprise? Et c'est toute la difficulté et la discussion qu'on a avec nos partenaires sociaux. Mais Mmh. on a une responsabilité commune en fait, hein. Mmh. Donc, dans la construction d'une politique sociale, on a cette responsabilité OK. commune. Ah, c'est Mmh. vrai qu'on demande pas mal de soft skills aux candidats. Là, on dirait que du coup, la soft skill essentielle à un bon DRH sur le sujet dialogue social, c'est l'écoute. Je le note. Mmh. Alors, on va passer au quatrième sujet, un last but not least. Ce dernier sujet, c'est celui de la santé au travail et de la santé mentale. Et je crois savoir que les DRH aujourd'hui souhaitent justement une meilleure prise en compte de la santé mentale en entreprise. Comment, en tant que DRH, est-ce qu'on peut promouvoir un environnement de travail sain, soutenir la santé mentale des employés? Alors, là-dessus, on est assez démunis parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a, finalement assez peu de médecins du travail en France. Il y a un peu, de mémoire, on est sur un peu moins de 5 000 médecins du travail en France. Ah oui. Et donc, on est vraiment démunis, nous, acteurs de terrain RH, quand on a besoin de discuter avec un médecin, d'une évaluation, d'un conseil, bah, c'est extrêmement limité. Euh, voilà, il y a quelques mois, il y a eu les assises du travail et on a beaucoup parlé de santé au travail parce qu'on s'est intéressé particulièrement aux accidents graves et mortels. Ouais. Et, euh, et donc, le constat, c'est qu'il y a peu de médecins ou il n'y a pas suffisamment de médecins du travail. Et donc, on a été dans les assises du travail sur une proposition pour faire évoluer les infirmiers en pratique avancée. Infirmiers, infirmières en pratique avancée pour donner plus de responsabilités, pour soulager le médecin et Mmh. répondre davantage aux attentes des acteurs RH du terrain. Donc ça, c'est en train d'évoluer. Mais sur le terrain, ce qu'on voit aussi, c'est quand on regarde les arrêts médicaux de ces derniers mois, on voit qu'il y a de plus en plus d'arrêts autour de la santé mentale, santé psychologique. Ouais, ça Et c'est ce qui quelque se chose qu'on passe, constate, ouais. oui, mais ce qui se passe, c'est que est-ce que les équipes RH sont formées sur ça? La Mmh. réponse est non. Ouais. Donc déjà, nous, faut qu'on se forme, mais précisément pour savoir de quoi on parle, parce que il serait assez simple, assez facile de dire: «Bon, bah, voilà, on a une problématique de santé, allez, on va travailler sur la qualité de vie au travail, essayer de, faire en sorte de trouver des dispositifs, des intervenants, pour essayer de rendre la vie meilleure au travail». Sauf qu'en fait, en vrai,
La problématique, c'est pas celle-là. Là, on parle de santé. C'est qu'en face, on a peut-être des salariés qui ont des problématiques de santé avec des pathologies. Donc, le danger, à mon sens, il est d'essayer de traiter des pathologies par autre chose, et donc inefficacité totale sur toute la ligne. Ouais. Et donc, on est là aujourd'hui avec le sujet de la santé mentale qui monte. Donc là, la NDRH est en train de travailler dessus pour faire monter les RH sur ces sujets-là, pour essayer de pas dire de bêtises et d'avoir la meilleure compréhension pour la meilleure proposition d'action et de plan d'action derrière. Ouais. Mais bon, franchement, c'est un sujet quand même compliqué. Ça doit être un sacré chantier de rendre les RH justement compétents sur ce domaine qui n'est pas forcément un domaine RH à la base. Je veux dire, la santé, c'est ou juste prendre le choix de dire non. Là, évidemment qu'on ne va pas intervenir, on n'est pas médecin. Tu vois ? Donc c'est très sensible comme justement, sujet. Comment, sans outrepasser mon rôle de DRH, comment, sans prendre justement un rôle qui n'est pas le mien, comment est-ce que je peux quand même aider les employés à faire face à ces défis liés à la santé au travail, à la santé mentale ? Quels sont les bons réflexes à adopter là spontanément ? Je pense que ce qui est pertinent aussi, c'est de poser la question tout simplement aux salariés. Après, il y a plein de façons, plein d'outils, mais on peut poser cette question. Ouais. On peut évidemment aller voir le médecin du travail quand il est là, ou quand on a cette possibilité, et d'autres compétences médicales ou paramédicales. Parfois, dans des entreprises, il y a une assistante sociale qui peut intervenir. On peut voir des entreprises qui proposent des psychologues. Mais encore une fois, ça, c'est proposé dans des entreprises qui ont les moyens d'investir ou de proposer ce genre de service, entre guillemets, aux entreprises, et toute une autre frange d'entreprise qui n'a pas ces moyens financiers-là. Ouais. Donc, voilà, donc c'est un peu compliqué, et je ferai le lien avec, tu sais, à la NDRH, chaque année on organise le Grand Prix de la NDRH, où justement on a une section care. Donc j'en profite, peut-être que des DRH autour de la table ou qui écouteraient ce podcast auraient envie de mettre en avant leurs bonnes pratiques, leurs bonnes initiatives autour de ça, pour justement que ce soit mis en avant et que ça profite à d'autres en termes d'échange de bonnes pratiques. Donc allez-y, c'est maintenant. Vous pouvez déposer vos dossiers si vous le souhaitez. Go, go, go. Le message est passé. En tout cas, un grand merci Audrey. Alors, on a parlé emploi, formation, reconversion, dialogue social, santé au travail, santé mentale. Moi, ce que je retiens, c'est justement cette posture bienveillante, une posture bienveillante de poser des questions, d'écouter les réponses. C'est un peu ce que je retiens de notre échange, Audrey. Un grand merci en tout cas pour cet échange passionnant. On aurait pu en parler pendant des heures. Je suis pas sûr que les gens qui nous écoutent aient autant d'heures à consacrer. Mais voilà, encore un grand merci à toi. Merci Guillaume, c'était un plaisir. À bientôt. À très vite. Vous venez d'écouter un épisode de l'Instant T, le podcast dédié aux mutations du monde du travail en collaboration avec Hult-EF Corporate Education. Merci. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée et à nous laisser un commentaire. Je vous retrouve très vite avec thé ou café pour un nouvel épisode inspirant.